sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Si vous êtes amoureux de sociologie, si vous êtes amoureux de tout ce qui a trait à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, on a avec nous aujourd'hui Monsieur Michael Séguin, qui est professeur et chercheur à l'Université Saint-Paul. Je l'ai rencontré durant la saison ici à l'émission. Il avait tellement de belles choses à partager qu'on a décidé de l'avoir pour notre émission estivale. Et puis tout de suite en allant, juste pour mettre un peu en contexte le rôle de chercheur que tu as, Michael, je veux savoir comment quelqu'un décide de devenir chercheur. Surtout pour toi, comment c'est arrivé? Ah là là. C'est une grande question. En fait, c'est un paquet de détours de la vie qui m'ont amené vers la recherche personnellement, mais je dirais que le point de départ, c'est d'être curieux. Donc, d'être curieux, de chercher à mieux comprendre le monde. Et puis, moi, à la base, j'ai commencé mes études au baccalauréat en théologie. Donc, j'étais plus intéressé par le christianisme. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à découvrir d'autres religions et à poursuivre mes études après coup en sciences des religions. Et souvent en recherche, on se laisse frapper par ce qu'on découvre et par les surprises de la vie. Donc, j'ai fait un premier voyage en Israël-Palestine en 2006 et j'ai voulu y retourner en 2007. Et ce que j'ai découvert là-bas, le conflit israélo-palestinien, m'a vraiment bouleversé dans la mesure où j'avais pas du tout, dans ma conception du monde, vécu auparavant ce que c'était le conflit, ce que c'était un colonialisme, la domination d'un peuple sur un autre. Et donc, c'est un peu tout ça, c'est le désir de comprendre, de connaître qui m'a amené à continuer mes études de maîtrise autour du conflit israélo-palestinien et consacrer mon doctorat en sociologie parce que l'étude des religions me donnait pas les outils pour comprendre assez ce qui se passe en Israël-Palestine. Et puis bon, de fil en aiguille, déjà dès le doctorat, les questions d'équité, de diversité, mais beaucoup de discrimination, d'exclusion et de comment on renverse ça pour les transformer en inclusion, en partage d'espace commun, m'interpeller. C'est ce qui m'a amené à poursuivre mes recherches par la suite au post-doctorat. On comprend que je suis quelqu'un qui aime étudier donc, et qui aime suivre le fil de sa curiosité, donc qui m'a amené à me pencher au post-doctorat sur la question vraiment plus de ce qui se passe dans les organisations, entre autres ce que vivent les musulmans en organisation et tout le champ dans lequel je suis investi déjà depuis 3-4 ans, de la question de la diversité, équité et inclusion en organisation. Donc, ça a commencé déjà avec le déclic, je dirais, a commencé avec le voyage en Israël, Palestine, et puis s'attaquer à un sujet comme ça, je me dis que c'est assez... Je vais pas dire que c'est... Oui, c'est assez glissant parce que ce conflit-là, il existe même avant ma naissance. Donc, je me dis, chacune des personnes qui t'ont précédé dans ces recherches-là a une opinion là-dessus. Donc, est-ce que toi, tu voulais te faire ta propre opinion ou c'était juste qu'il y avait des choses encore à creuser? Ah ouais, je voulais me faire ma propre opinion, même que honnêtement, mon point de vue était un peu plus arrogant que ça au début. Je pensais que moi, Michael Séguin, j'allais résoudre le conflit. Ah là là! Je me suis cassé les dents là-dessus, clairement. Et j'ai compris que je comprenais pas grand-chose et au fur et à mesure. Mais en même temps, ce qui est beau quand on fait de la recherche et quand on se laisse à l'aventure un peu intellectuelle, académique, c'est qu'on découvre aussi que les choses, à force de côtoyer, de lire, on découvre que parfois les choses qui sont très compliquées se résument à des enjeux plutôt simples. Et donc, je pense que j'ai mieux compris avec le temps ce que c'était. J'ai mieux compris certaines pistes de solutions. Mais j'ai compris que c'était vraiment pas moi qui allais résoudre tout ça. Fait que je me suis ramené à quelque chose d'un peu plus modeste, mais quoique peut-être tout aussi glissant pour certains, qui est de voir comment est-ce qu'on peut rendre les organisations ici, en Ontario, au Québec, au Canada, plus inclusives, d'une diversité de personnes, à commencer par les personnes racisées. J'ai lu un article sur toi pour essayer de comprendre un peu ton parcours et puis il y a une phrase que tu as dite qui est vraiment venue me chercher et puis ça dit que la personne chercheuse ne doit pas être effrayée par les questionnements sans fin et sans réponse ni par les réponses contradictoires à une même question. Et puis je me suis dit waouh, c'est vrai que tout humain finalement devient un chercheur parce qu'on a tellement de choses à déconstruire dans notre tête là qu'on se pose tout le temps des questions. Oui, et les meilleurs chercheurs, les meilleures chercheuses, c'est les enfants.
Bon, pour ceux qui en ont, moi, mon fils a 3 ans et puis la période du pourquoi, elle s'éternise. On s'en finit plus, les pourquoi. Souvent, j'ai plus de réponse au pourquoi et je dis simplement demande à ta mère, elle a peut-être une autre solution pour toi. Mais spontanément, l'être humain cherche à comprendre le monde autour de lui, cherche à comprendre pourquoi le soleil se lève et se couche, pourquoi les choses sont comme elles sont. Et puis, en grandissant, souvent, on accepte que le monde est comme il est. Alors qu'en réalité, ben, le chercheur, c'est la personne qui accepte de se laisser surprendre, qui accepte de dire non, aujourd'hui, je refuse de voir les choses telles qu'elles sont et j'essaie de comprendre mais pourquoi c'est comme ça. Et quand on découvre pourquoi les choses sont comme elles sont, ben, souvent on découvre qu'elles pourraient aussi être autrement et que c'est toutes sortes d'accidents de l'histoire qui font qu'elles sont comme elles sont, surtout quand on parle des sociétés humaines puis des injustices. C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, on l'accepte tel qu'il est jusqu'à temps que les gens se rebellent et se disent non, ça marche pas, on peut faire autrement, on peut faire mieux. Parlons de rébellion, là on va en revenir un peu plus tard avec le domaine d'équité, diversité, inclusion dans lequel tu t'es plongé il y a quelques années là, mais je me dis que c'est tout ce que tu as pu vivre en Israël, en Palestine et autres là, et le fait que tu aies voulu voir comment les musulmans sont acceptés dans les différents organismes un peu internationaux et même ici au Canada, peut-être qui t'a poussé à aller vers ce volet équité, diversité, inclusion. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, il y a des chercheurs qui font de la recherche plus théorique, qui se laissent interpeller par les idées et tout, alors que moi, je suis quelqu'un qui me laisse beaucoup interpeller par mes sentiments. Puis, on n'en parle pas souvent, là, mais je pense que les émotions, ça a une grande place dans la recherche. Et puis, moi, ce qui m'a lancé sur la question des musulmans, c'est deux choses principalement. La première, c'est que j'avais un colocataire quand j'étudiais en Israël, il y a de ça une dizaine d'années, qui était musulman. Et puis en découvrant sa famille, en découvrant leur manière de vivre, en découvrant les difficultés qu'elle vivait mon ami Hakam aussi pour se faire une place dans le marché de l'emploi ou de plus largement dans la société en Israël comme musulman, bien, ça m'a vraiment happé. Et c'est un peu la première fois où je comprenais un peu plus de l'intérieur ce que c'est l'islamophobie, où ça arrêtait d'être quelque chose de théorique, mais où ça devenait quelque chose qui me touchait parce que c'était mon ami qui le vivait. Et par la suite, ben, ma conjointe Salima, que j'ai rencontrée dans un congrès en sociologie en Tunisie. Donc, des fois, la recherche, ça nous amène à des relations amoureuses aussi. Que j'ai rencontrée dans un congrès en sociologie et qui est devenue ma conjointe. Bref, Salima a vécu toutes sortes de difficultés en immigrant ici au Canada que vivent la plupart des immigrants. Et puis, elle-même étant musulmane, ben, ça m'a fait vivre aux premières loges les difficultés que peut vivre quelqu'un pour se faire une place dans ce pays quand elle ne participe pas à la culture dominante. Et donc, je dirais que c'était ça qui était le grand point de départ, finalement, de mes 5-6 dernières années de recherche, qui, au fond, quelque chose qui recoupe, oui, des intérêts intellectuels, mais qui, à la fin, est simplement quelque chose qui m'a pris au cœur et qui fait que je veux le bien de gens qui sont autour de moi, là. Je pense que, Michael, tu viens de déconstruire une idée que moi-même, personnellement, j'avais des chercheurs parce que je me suis toujours dit, les chercheurs, ils vont juste sur des faits. C'est A plus B, c'est ça qu'on explique. Alors que non, on vient de parler d'émotions qui rentrent en cours de ligne. Alors que je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vulgarisé, le fait que les émotions soient mises au cœur même de la recherche. Oui, non, puis je veux dire, à la fin de la journée, les constats que je vais faire ou que d'autres chercheurs font se doivent d'être rigoureux, d'être crédibles, d'être appuyés sur des faits. Mais tout le processus implique énormément d'émotions. Je veux dire, souvent, même dans les sciences pures, des gens vont être fascinés par leur sujet. Je veux dire, même jusqu'à un certain point, quand on se lance dans un sujet de recherche, parfois ça devient obsédant. On en dort, on en rêve la nuit, on se lève le matin en y pensant, on écrit, ou quand on accompagne nos étudiants à l'université, leur projet de recherche nous habite. Et c'est quelque chose qui, je veux dire, on demeure humain là-dedans. Et donc, tout ce processus-là de désir de découvrir, mais aussi quand on est dans des sujets qui touchent les êtres humains, qui touchent la justice, l'injustice, ça nous prend au trip et c'est ce qui fait qu'on a envie de faire sa recherche. C'est ce qui fait que la recherche devient motivante pour tous ceux qui sont dans des domaines qui ont une portée un peu plus pratique aussi. Merci beaucoup pour cette belle définition de ta vie de chercheur. On va prendre une pause et on revient juste après. Et cette fois-ci, on va parler d'équité, diversité et d'inclusion. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
vieux country a changé ma vie. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec le professeur et chercheur Michael Séguin de l'Université Saint-Paul et on parle de sa vie de chercheur et on a appris beaucoup de choses dans le premier segment. C'est qu'un chercheur, en tout cas lui comme chercheur, il inclut ses émotions dans ses projets de recherche parce qu'il pense que ça prend ça aussi, les émotions pour faire de beaux projets de recherche. Et puis on voit que le chercheur aussi doit, je vais dire, penser hors de la boîte. Souvent, ça doit arriver pour qu'il puisse comprendre ce qui l'entoure. On va parler maintenant d'équité, de diversité et d'inclusion, qui est un sujet qui, depuis 3-4 ans, te passionne. On sait comment c'est venu et je veux te demander, pour toi, ça signifie quoi? Habituellement, les trois mots vont ensemble. Et si on partait avec l'équité pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Oui, l'équité, c'est de s'assurer que les processus dans une organisation soient justes pour tout le monde. Par exemple, comment fait-on pour devenir gestionnaire? Est-ce que tout ça se joue à 5 heures le soir, en secret, dans un bureau, entre le patron, la patronne et ses amis? Ou est-ce que les processus sont clairs, accessibles à tout le monde et que tout le monde a potentiellement les mêmes chances de pouvoir devenir patron ou gestionnaire? Ça, c'est l'équité. Alors, diversité. La diversité, de son côté, c'est au fond, qui sont les gens qui sont dans l'organisation? Est-ce qu'on va avoir des gens, par exemple, est-ce qu'on va avoir des hommes et des femmes en proportion à peu près égale? Est-ce qu'on va avoir des personnes racisées dans une proportion qui est à peu près celle de la population? En Ontario, c'est une personne sur 3 qui est racisée. Donc, est-ce que dans notre organisation, on a une personne sur 3 qui est racisée? Est-ce qu'on va avoir des personnes autochtones? Est-ce qu'on va avoir des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on va avoir des jeunes et des vieux ou des gens un peu plus âgés? Et donc, la diversité, au fond, c'est de s'assurer qu'on a dans notre organisation, une représentation, grosso modo, de la société, plutôt que d'avoir, par exemple, des hommes blancs d'un certain âge. Inclusion, on sait un peu qu'est-ce que ça signifie. On l'a entendu beaucoup, surtout durant cette pandémie. On va y aller avec ta définition à toi. Ma définition de l'inclusion, c'est la possibilité de pouvoir être soi-même au travail. Et donc, de pouvoir amener tout ce qu'on est, de ne pas avoir rien à cacher. Donc, si je suis homosexuel, je ne vais pas avoir peur que mes collègues me jugent ou que ça a un impact sur mon cheminement en carrière ou sur l'avancement que je pourrais avoir, de dévoiler cette identité-là. Si je suis parent, je sais que mes collègues, mon patron, ma patronne vont être relativement compréhensifs pour m'aider dans cette tâche-là qui est la mienne, qui fait que parfois, je vais devoir m'absenter parce que mes enfants sont malades ou que je vais devoir aller à un match de baseball avec un, ou si inversement, je suis religieux, on va pouvoir aussi en discuter ouvertement pour trouver la meilleure manière pour que tout le monde soit lui-même au travail, que personne n'ait besoin de cacher un bout de lui-même, mais que tout le monde puisse donner son meilleur en étant qui il est avec les autres. C'est tellement bien dit là. Je ne l'avais pas compris comme ça, l'inclusion, mais je vois qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec toi. Merci beaucoup. Et puis là, ces trois termes-là, équité, diversité, inclusion, je sais qu'on en parle depuis très, très longtemps ici au Canada, mais je pense que ça a eu un gros boom, si je ne me trompe pas, avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Et ce n'est pas juste la communauté noire qui a été affectée, mais je pense toutes les communautés asiatiques et même les autres aussi. Oui, non, tout à fait. Il y a vraiment eu... je veux dire, Black Lives Matter avait eu un certain impact. MeToo avait eu un certain impact. On parle de la question des femmes, entre autres des femmes blanches, depuis vraiment longtemps, quand même, une bonne trentaine d'années, une quarantaine d'années. Mais pour la question des personnes racisées, c'est clair que ce qui s'est passé avec George Floyd, ça l'a fait boom. Et les gens se sont rendus compte...
qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, l'intensité de la réaction médiatique internationale et la réaction aussi des personnes noires de couleur ici au Canada a fait que plusieurs entreprises, mais aussi des hôpitaux, des universités ont senti le besoin de se positionner pour dire que on veut pas que ça se produise chez nous. On veut être en solidarité avec les gens. Le problème, c'est qu'entre les déclarations et ce qui suit après coup, il y a souvent un gap, comme on dit en anglais, et c'est là que ça devient difficile. Mais il y a un éveil, certainement, qui s'est fait dans plusieurs milieux dans les 2 dernières années. Alors, ce réveil-là, est-ce que c'était pas quelque chose qui était déjà présent, mais qui se faisait, je vais dire, en arrière-plan? Parce que j'ai l'impression que lorsque tout ça est arrivé, ben, tout le monde, tous les organismes étaient en train de prouver que nous, on est inclusifs, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau chez nous. Bien, je dirais que une partie de l'éveil ou une partie de l'accélération des dernières années est aussi liée à l'entrée en poste du gouvernement Trudeau. Gouvernement Trudeau qui, pour le meilleur et pour le pire, enfin, je veux dire, il y a des bons et des bons et des moins bons côtés au gouvernement Trudeau, mais pour ce qui est de la question de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, c'est un gouvernement qui a fait beaucoup par rapport aux conservateurs qui avaient à peu près rien fait du tout, sinon faire reculer certaines conditions. Et donc, par exemple, le gouvernement Trudeau a révisé la loi sur les grandes compagnies à action pour les forcer à déclarer de manière annuelle la diversité sur les conseils d'administration. De la même manière, on a vu dans les universités une grande pression qui a été faite pour s'assurer que les chaires de recherche les plus prestigieuses qui sont financées par le gouvernement canadien soient pas affectées seulement à des hommes blancs, mais qu'il y ait une diversité de profils auxquels ces chaires de recherche-là sont affectées. Les conseils de recherche du Canada ont commencé à faire une grande pression sur les chercheurs pour qu'ils prennent conscience que leur manière de fonctionner fait que souvent, le milieu de la recherche, c'est un milieu pas nécessairement de copinage, mais où on recrute des gens qu'on connaît déjà. Alors qu'il y a une pression qui a été faite de la part des conseils de recherche pour s'assurer qu'on commence à diversifier les équipes de recherche et qu'on considère, par exemple, les personnes racisées pas seulement comme des objets de recherche, mais comme des partenaires, qu'on implique des personnes immigrantes, des personnes racisées dans la recherche pour qu'ils puissent y participer plutôt que d'être constamment ceux sur qui on fait de la recherche ou ceux sur qui les Blancs font de la recherche. Donc, il y a un momentum social par ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd et même avant ça, Black Lives Matter et MeToo. Mais les politiques gouvernementales du gouvernement Trudeau ont amené une accélération, entre autres dans le secteur universitaire. Et puis même dans les milieux d'affaires, il y a toute une pression qui vient des États-Unis aussi. Parce qu'aux États-Unis, on parle de gestion de la diversité depuis au moins une trentaine d'années. Fait qu'il y a certains trucs qui positivement viennent des États-Unis ici dans cette préoccupation-là qu'on devrait avoir dans nos organisations pour comment est-ce qu'on diversifie et inclut plus de monde. On a parlé beaucoup du Black Lives Matter en ce moment-là, mais je pense qu'on va prendre une pause pour vraiment accumuler toutes les informations que tu viens de partager avec nous. Et juste au retour, on pourrait parler aussi de l'inclusion concernant les populations autochtones. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ouvert 24 heures, tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Plus chaussé d'été.
et de bikers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on partage toujours de belles informations et de bonnes informations même avec Michael Séguin, professeur et chercheur à l'Université Saint-Paul. Avant la pause, on parlait d'équité, de diversité et d'inclusion. On va toujours rester dans la même lancée. Puis cette fois-ci, on a envie de parler de tout ce qui se passe avec la communauté autochtone, celle qu'on appelle les premiers peuples. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dernièrement et je pense qu'on va vraiment vers la réconciliation. Quel est ton avis là-dessus? Ben, je dirais que la trajectoire qui est entreprise depuis la commission Vérité et Réconciliation est une trajectoire intéressante dans la mesure où on a commencé à nommer le problème par son nom. On a commencé à nommer justement le colonialisme et comment le colonialisme avait eu des effets dévastateurs sur les populations autochtones, le traumatisme intergénérationnel vécu par les pensionnats autochtones qui étaient une tentative de génocide culturel. Donc, il y a quelque chose d'important là-dedans qui était enclenché dans la mesure où c'est fondamental si on veut arriver à toute forme de réconciiliation. La première étape, pour moi, c'est de reconnaître, au fond, que ce pays-là est bâti sur un péché originel, si on me permet l'expression un peu catholique, dans la mesure où l'expropriation des Premières Nations, la tentative de les faire disparaître, a eu de très graves répercussions sur eux. Et donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, bon, ben, maintenant qu'on peut reconnaître un peu ce qui s'est passé puis qui se continue, ben, comment on fait pour changer les choses et comment on fait pour développer des relations de nation à nation. Il y a encore tellement à faire, mais je pense que le point de départ de ces dernières années est un bon point de départ. Et dernièrement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois parce que j'ai été à des événements, ça devient primordial de reconnaître les territoires où on se retrouve à chaque fois. Et je pense que c'est un signe de respect et de reconnaissance déjà pour ce que les populations autochtones ont vécu depuis le temps. Tout à fait. Et puis, je veux dire, bon, à Ottawa, ici, on est en territoire Anishinaabe. Et puis, simplement de le nommer, c'est un signe de respect. C'est de reconnaître jusqu'à un certain point qu'on est en quelque part des locataires, sur une terre qui appartient à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi un signe d'engagement. Ça renvoie à qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, qu'est-ce que nous allons faire collectivement comme société, comme Ontariens, comme Canadiens, pour que les choses changent et pour que les Anishinaabe, dans ce cas-ci, soient reconnus à leur juste valeur, puissent pouvoir se développer tels qu'ils le veulent et non pas tel que nous le voulons pour eux. Et donc, il y a quelque chose d'un peu symbolique, mais il y a quelque chose d'aussi très puissant dans ce à quoi ça nous engage que de reconnaître que, ultimement, c'est pas notre territoire sur lequel on est. Michael, tu viens de dire quelque chose d'assez intéressant là, parce que ma prochaine question était de savoir, parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, c'est comment on devrait se poser les vraies questions pour apporter les vraies solutions à tout ce qui a rapport avec le racisme systémique. Et puis là, tu viens de poser une bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. C'est pas ce que nous, on veut vous donner qui est ce que vous avez besoin. Oui. Et puis, je dirais que c'est le même enjeu qu'on parle des populations racisées, qu'on parle des Autochtones ou qu'on parle des personnes en situation de handicap. Il faut vraiment éviter des solutions conçues dans un bureau pour tout le monde sans parler à personne. Wow. Ce qu'il faut, au contraire, c'est aller chercher une diversité de voix, parce que même les Autochtones sont diversifiés, il y a différentes nations, il y a différents points de vue dans les différentes nations. De la même manière, les populations noires sont diversifiées, elles ne pensent pas tous la même chose. Et donc, il faut, avant même de penser à des solutions, il faut s'assurer de voir qu'est-ce que les gens vivent, de quoi les gens ont besoin, puis dans quelle direction ils veulent aller. Et après coup, on peut développer des choses ensemble, mais l'allié qui se conçoit comme un sauveur, c'est quelqu'un qui est dans une posture coloniale, pour moi, tout simplement. Comme homme blanc, moi, je ne suis pas là pour sauver personne. Je suis là pour m'asseoir, discuter, puis voir comment, oui, certains privilèges que j'ai, je peux les partager, je peux les mettre à profit pour que d'autres puissent prendre leur place. Mais si je suis là pour décider à nouveau pour les autres, c'est quelle différence ça fait? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la même chose, mais je veux dire, mes ancêtres pensaient aussi faire le bien en colonisant ce territoire. Wow. Alors, en tant que chercheur, là, et puis en tant que personne qui côtoie beaucoup d'organismes aussi, est-ce que tu penses que c'est des choses qui sont vraiment en train de changer? Moi, de mon côté, je le vois, mais je ne sais pas pour toi. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu sens? Je sens que ça bouge, mais que ça bouge très lentement.
Et puis, c'est un peu normal que ça bouge très lentement dans la mesure où c'est difficile de demander à des gens privilégiés qui sont habitués de faire les choses d'une certaine manière, de changer leur manière de faire pour inclure d'autres personnes, de renoncer à une partie de leur pouvoir pour que d'autres puissent en acquérir. En fait, c'est quelque chose de très contre-intuitif d'une certaine façon. Donc, je sens que ça bouge, mais que ça bouge de manière très inégale selon les secteurs et que, ultimement, la seule manière qui va faire que ça va continuer d'aller de l'avant, selon moi, c'est la mobilisation des personnes qui sont visées au premier abord. Mobilisation avec des alliés. Je veux dire, je ne dis pas que c'est seulement les... C'est seulement, je veux dire, au contraire, les alliés ont un rôle important à jouer parce que les alliés ont beaucoup moins à gagner. Si on se fait une manifestation dans la rue demain ou si on veut faire une revendication à Rogers TV ou à l'Université Saint-Paul, ben c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de privilèges, qui peut aller sur les barricades et on lui tapera sur la tête à la rigueur, mais je veux dire, il y a suffisamment de capital pour pouvoir manger les coups alors que le coût va être beaucoup plus grand pour quelqu'un et le courage de vous demander est beaucoup plus grand aussi pour quelqu'un qui vit déjà toutes sortes de micro-agressions, qui se sent déjà plus ou moins inclus dans le système. Et donc, il y a un rôle important à jouer dans les alliés pour ce changement-là, mais les institutions ne changent jamais seules. En fait, si on veut faire une petite leçon de sociologie, ça prend de la pression, ça prend des gens qui revendiquent. Autrement, les choses tendent souvent à rester telles qu'elles sont. Wow. Il nous rester 2 minutes. Là, le temps passe tellement vite. Là, je prends tellement plaisir à discuter avec toi. Et là, il faut vraiment dire que ça, c'est une pensée que tu as. L'éducation pourrait changer beaucoup dans ce qu'on vit en ce moment. Pour avoir une communauté plus inclusive, plus diversifiée et puis, c'est ça, équitable. C'est ça, l'éducation, mais une des grandes découvertes que j'ai fait cette année, en fait, j'ai rien découvert, c'est d'autres qui l'ont trouvé avant moi, c'est que l'éducation est une partie de la solution, mais l'éducation peut être un piège aussi, parce que des différentes études qui ont été faites sur la formation à la diversité nous montrent que quand on veut avoir des formations à la diversité où on n'offre pas assez d'espace aux gens pour parler, où on leur offre pas assez d'espace pour nommer leurs préjugés, pour avancer ensemble, ça peut aussi créer exactement l'inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec une idée fixe ou si quelqu'un n'est pas d'accord et ne le nomme pas pendant la formation, il peut simplement se dire « Ah, ces histoires de diversité-là, c'est encore les autres, avec des guillemets, qui sont en train de vouloir prendre notre place et retourner de la formation encore plus bornée qu'il était avant. » Et donc, c'est un grand défi, la formation à la diversité. Si cette formation-là n'est pas dialogique, s'il n'y a pas de l'espace pour chacun pour nommer ce qu'il y a là, s'il n'y a pas de l'espace pour les Blancs pour nommer leur peur aussi de tout ce qu'ils pourraient perdre le jour où on va avoir une société plus équitable, ben c'est pas garanti. En fait, on sait dans les entreprises que souvent, ça change pas grand-chose. Et donc, la solution est pas simple parce que le problème est systémique. Je veux dire, changer des mentalités, changer des manières de faire dans les organisations, c'est difficile, mais il faut persévérer. Wow, c'était excellent comme discussion là. Je ne sais pas si les gens ont apprécié, mais je suppose que oui. Au plaisir de se reparler, pourquoi pas en studio en septembre pour une invitation de l'Université Saint-Paul encore une fois. Merci beaucoup, Michael. Ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir accès au programme qu'offre le professeur Michael Séguin et puis tous les autres programmes de l'Université Saint-Paul, ça sera au www.ustpol.ca. Et puis, en passant, là, je suis juste en train de penser à ça. Le programme sur lequel il travaille en ce moment se nomme le Leadership Transformatif. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider la communauté. Encore une fois, www.ustpol.ca. On se voit une autre fois. Bye bye. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto.
C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.